M. William Tshisekedi, je suis journaliste indépendant qui vit ici en Suisse. Je vous pose la question parce que la Suisse elle a signé plusieurs accords avec mon pays qui est la RDC. Il y a d'autres qui marchent bien, par contre d'autres aussi ça ne marche pas vraiment très bien à ce qui concerne peut-être l'immigration. Alors il y a plusieurs Congolais qui se plaignent par rapport à procédure de visa qui reste très difficile, ceux qui veulent venir, n'est-ce pas, étudier ici en Suisse, voire même les entrepreneurs, il y a des démarches très longues, ils n'arrivent pas à obtenir le visa. Et il y a aussi ceux-là qui sont forcés à retourner plutôt au pays par la force. Et cela crée des tensions. Et j'aimerais aussi savoir quelle est aujourd'hui la position de la Suisse vis-à-vis de la création rwandaise qui nous a été imposée pendant au moins plus de 30 ans. La Suisse n'a jamais, n'est-ce pas, condamné les Rwandais jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, je suis en face de vous. J'aimerais quand même savoir quelle est la position officielle de la Suisse par rapport à cette agression rwandaise qui nous a été posée. Merci à votre question. Alors, je ne peux pas répondre dans tout le détail. Pour ce qui est de la migration, nous avons des conventions internationales, que ce soit avec l'Union européenne ou autre, nous avons une loi, nous avons différentes lois, nous appliquons les lois. Peut-être que ça prend du temps, parfois, mais par exemple avec l'Union européenne, nous avons l'accord sur la libre circulation des personnes qui n'est pas étendu à tous les pays du monde. Donc il y a certaines règles et certaines procédures qui prennent plus de temps, ça je le conçois forcément, et en cette période où il y a une migration importante du sud vers le nord, je pense que ça complique encore la situation. Pour ce qui est de la reconnaissance, là je ne peux pas vous donner tous les détails, je ne vais pas vous donner des fausses informations, mais la Suisse a des contacts avec tous les pays de la région. Et si vous voulez être efficace, à un moment donné, essayez d'amener les gens à négocier, il faut parfois avoir une position qui est un peu nuancée. Vous avez vu, je prends un exemple, dernièrement, dans la région de Montreux, il y a eu une réunion entre différentes factions, sauf erreur, c'était avec le Soudan, je ne me rappelle plus, et c'est le département des affaires étrangères qui mène ceci. Et ça a pu avoir lieu uniquement parce que la Suisse, avec ses diplomates, a gardé une certaine neutralité entre les différents participants. Il y a eu des avancées. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Pour répondre pleinement et correctement à votre question, il faut que je regarde les affaires étrangères, c'est eux qui mènent la politique étrangère, mais à mon avis, il n'y a pas de discrimination si la politique du Conseil fédéral est telle qu'elle est aujourd'hui, elle a été initiée déjà bien avant que je sois ici aussi. Merci. On a un peu dépassé le temps. On prend encore deux questions, monsieur en rouge et madame en blanc, et après on ira à l'événement. On faisait le tour du petit lac, et puis on rentrait, on faisait Lyon, Genève, Ivoire, et puis on rentrait à Lyon. Donc de temps en temps, on descendait sur les quais à Genève, mais on ne quittait pas les quais. À l'époque, nous mangions une glace, et puis après nous reprenions le bateau. C'était pas le programme de mes parents d'aller visiter les organisations internationales. Le salon de l'auto? Non, je suis allé. La première fois que je suis allé au salon de l'auto, et la dernière fois avant qu'il ferme, c'était comme conseil fédéral, j'étais encore au département de la défense. C'était l'ouverture du salon de l'automobile. J'aime bien, et j'ai changé il n'y a pas longtemps d'automobile. Pour moi, c'est quelque chose qui est utile, mais je ne suis pas particulièrement tout ce qu'il faut dire ça. Oui, j'aime bien regarder les belles choses. Il y a des choses qu'on peut s'offrir et d'autres pas. Est-ce que vous avez, Monsieur le Président, peut-être l'impression que parfois l'impression plutôt, que l'intérêt pour la Genève internationale s'arrête en gros aux limites du quartier des nations ou peut-être aux limites du canton de Genève? Alors écoutez, c'est une question intéressante. Je pense effectivement que ce qui se passe maintenant, on n'a pas suffisamment anticipé. Quand je dis on, c'est pas seulement le canton de Genève et le président de Genève, mais au niveau de la Confédération. Parce que le rôle de la Genève internationale, il est incontesté. Mais ça ne suffit pas, et ça ne suffit plus de dire, oui, il y a la Genève internationale, tout ce qui est l'offre et ça. Il faut montrer par A plus B pourquoi elle est indispensable, pourquoi c'est là que, par exemple, les négociations ultra confidentielles ont lieu pour essayer d'amener des pays qui sont en guerre simplement à la table de négociation, avant même d'arriver
où on a trop souvent, on a dit, oui, ici, il faut payer parce que c'est incontournable, c'est un pouvoir d'emploi, etc. Et on voit avec la nouvelle politique des États-Unis que ça ne suffit plus. Et j'ai l'impression aussi que certains pays se sont dit, bon, ce n'est pas nos premières priorités. Il faut bien voir qu'il y a d'autres pays qui essayent d'attirer certaines organisations internationales chez eux, parce que ce sont aussi, ils ont un niveau de vie peut-être moins élevé, c'est moins cher. Pour les organisations internationales qui cherchent aussi des moyens financiers, c'est peut-être plus agréable. Donc il faut vraiment que la Suisse se batte, et une des difficultés, c'est de sortir de cet aspect, oui, c'est quelque chose qui est bien pour le canton de Genève. Bien sûr, ils ne le disent pas comme ça, mais la perception, je pense, particulièrement Suisse alémanique, c'est oui, bon, c'est la Genève internationale. Si la Genève internationale, c'était la Zurich internationale, peut-être ça sera plus différent. On est d'accord. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire passer cet argument en Suisse alémanique, notamment de dire la Genève internationale, elle permet aussi à la Suisse de boxer en quelque sorte au-dessus de son poids, de jouer parfois au moins dans le cours des vents. Quand il y avait notamment les sommets avec les États-Unis, Chine, ou pour parler iraniens, ukrainiens, etc., vous en avez souvent profité aussi, vous personnellement, vos collègues, pour rencontrer leurs homologues. Voilà. Donc pourquoi on n'arrive pas à faire passer cet argument de l'autre côté de la frontière linguistique? Alors, ce n'est pas si on n'arrive pas à le faire passer. Les moyens financiers sont, et le Conseil fédéral aussi propose encore régulièrement ces moyens. Vous connaissez aussi les difficultés de la Confédération. Je crois que même au niveau des parlementaires fédéraux, puis c'est quand même eux qui vont voter les crédits, qui vont voter ces aspects-là, il faut expliquer et réexpliquer avec des exemples concrets ce que ça signifie. Si on perd, si le pays perd ceci, qu'est-ce qui risque de se passer? Ça ne suffit pas de rester dans le cercle du département des affaires étrangères ou dans le cercle du canton de Genève. Il faut aller au-delà. Et puis il faut aussi naturellement l'expliquer peut-être à la population. C'est pas elle ici directement qui va voter les crédits, mais c'est elle qui élit aussi les personnes qui vont voter les crédits. Et c'est clair que quand vous avez, on va voir par exemple prochainement avec le G7, Genève va jouer un rôle de plaque tournante. J'espère que tout va se passer le mieux possible, mais c'est pas pour rien que la France a choisi Evian, parce qu'ici, ils savent qu'il y a toutes les organisations internationales, qu'on est rodé pour recevoir ces délégations internationales, mais je pense qu'on doit se remettre en question, il faut retravailler et montrer peut-être certains avantages. Il y a peut-être certaines choses auxquelles on devra peut-être renoncer à un moment donné, dire non, ça, parfois on ne fait plus, mais on doit se concentrer sur des points essentiels. Vous avez parlé de l'OMC, il y a les Nations Unies, les États-Unis se retirent par exemple de l'Organisation mondiale de la santé, en tout cas diminuent fortement. Je pense que c'est une erreur stratégique à long terme. C'est la population, y compris celle des États-Unis, qui risque d'en souffrir. On voit que les nouvelles maladies émergentes. Et ces réflexions-là, on doit les faire, et puis essayer de les faire, pas seulement dans les cercles traditionnels, mais de montrer et de convaincre les parlementaires. Et quand je dis les parlementaires, c'est pas seulement les commissions de politique extérieure. Et pour ça, il faut peut-être montrer des exemples concrets. Pourquoi? Et je dis toujours à mes gens, quand on prépare un dossier pour le Conseil national ou le Conseil des États, nous avons la session lundi, encore ce matin, j'ai une séance à 7h10, j'aurais dit, vous prenez 2 exemples concrets, qu'est-ce qui se passe si c'est la proposition de la majorité qui passe, ou si c'est la question de la minorité. Des exemples concrets. Comment ça se passe? Pas simplement le langage traditionnel. Il faut un exemple qui parle aux gens, et parfois vous arrivez à convaincre les gens. Et concrètement, qu'est-ce que vous pensez donc que sera le rôle de la Genève internationale dans les années à venir, dans un monde de moins en moins multilatéral, de plus en plus unilatéral à nouveau? Est-ce que Genève, justement, deviendrait peut-être plus une plateforme pour les grandes puissances pour gérer leurs conflits entre elles, pardon, et est-ce qu'elle va en fait se détourner de son esprit un peu initial de la Genève internationale qui rassemble tout le monde chez elle? Bon, je crois que, vous savez, il y a des cycles. Hein. Si on regarde les États-Unis, vous avez toujours, j'avais appris ça à l'école, il y a à un moment donné le balancier va vers l'isolationnisme, à un moment il retourne vers le multilatéralisme.
Nous sommes dans une phase plus protectionniste, isolationniste, mais Genève a, il faut tout faire déjà pour conserver ce centre européen des Nations Unies, pas que ça parte ailleurs, ça c'est clair, mais je pense que ça va prendre et conserver de l'importance si on manœuvre très bien ces prochaines années. Vous avez parlé de ces négociations de paix. Bien sûr qu'il va y avoir, et il y a actuellement des discussions, par exemple aux États-Unis, avec le Pakistan, si vous prenez la guerre Iran-USA. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un mandat de protection aussi des intérêts américains. Et dans cette première phase, peut-être bien que c'est le Pakistan, que c'est Oman, que c'est le Qatar qui vont gérer ceci. Après, l'expertise, elle est à Genève, et ils le savent parfaitement. Donc il faut montrer ses atouts, mais ça ne se fait pas simplement par un encart publicitaire en disant nous sommes bien, ça doit se faire des fois discrètement. Une dernière question sur ce volet. Vous allez, la Suisse, la Confédération, organiser un Global AI Summit l'année prochaine. Pourquoi l'année prochaine seulement, alors que d'autres grands pays, ou d'autres pays, grands pays notamment, comme la Grande-Bretagne, la Corée du Sud, la France l'année dernière, l'Inde cette année, organisent depuis des années des sommets sur l'intelligence artificielle? Alors là, c'est différent. Ce AI Summit, vous avez cité les pays qui ont organisé jusqu'à maintenant. Il a fallu se battre pour l'avoir. J'ai fait un aller-retour à New Delhi parce qu'on m'a convaincu. On m'a dit si vous n'y allez pas comme président, on ne l'aura pas. J'ai dit bon, je veux bien essayer, mais j'avais aucune garantie. En allant, nous avons pu travailler avec les Émirats Arabes Unis et nous avons sur place, avec les Émirats Arabes Unis, l'Inde, déterminé que ça serait bien que mi-2027, enfin premier semestre 2027, ça serait la Suisse, l'année d'après les Émirats Arabes Unis. Il faut voir qu'il y avait d'autres pays qui étaient aussi intéressés, ce n'était pas si simple que ça. Et cet aspect AI Summit, je crois que c'est extrêmement important pour le futur, mais dans une perspective, et je crois que la Suisse fera différemment que les autres pays, dans une perspective d'utiliser l'intelligence artificielle dans l'intérêt général pour les pays et pas contre les personnes. Et ça va déjà pas être simple. Donc maintenant, nous devons préparer ci, parce que c'est pas tout cette battue pour l'avoir. Maintenant, il s'agit de travailler. C'est le département de mon collègue Rushdie avec les affaires étrangères qu'on le dit sur ce dossier. Mais naturellement, des secteurs de mon département, par exemple les écoles polytechniques fédérales ou d'autres, vont participer et on doit voir quelle thématique on va développer, comment ça va se passer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose où le tournus est décidé et puis il y a un vote des personnes. Non, c'est quelque chose qui est initié à l'époque de la Grande-Bretagne, après la France, et il a fallu à un moment donné faire en sorte que le Premier ministre indien dise oui, alors félicitations à la Suisse pour reprendre ça l'année prochaine, c'était pas gagné comme ça. Même chose pour les Émirats Arabes Unis. Donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que c'est un honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité d'organiser ceci, parce qu'il faudra réussir ceci. Naturellement, en Inde, c'était assez gigantesque. Ils se sont tournés aussi vers les pays du Sud, et je crois qu'il ne faudra pas oublier ceci, parce que c'est un des éléments, si on laisse les pays du Sud de côté, alors on va créer de nouveaux problèmes qui nous frapperont ultérieurement. Donc c'est pas quelque chose de tout simple à organiser.